Le plan pour les mines est lequel? Si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je vais être pragmatique. Ce qui est important, ce n'est pas les questions politiques et idéologiques. On a des mines, j'essaie de voir la situation du marché. En fonction de ça, on négocie. Je veux que les investissements se réalisent. Il faut que la rentabilité du capital investi soit assurée. Il faut partager les revenus. On ne peut pas décréter qu'il faudra, moi, que j'ai ça, lorsque les revenus générés par l'exploitation de vos mines ne permettent pas. J'introduis une dose de flexibilité permettant d'ajuster justement les obligations financières vis-à-vis de l'État en fonction de l'évolution du marché. Mais je ne peux pas fixer définitivement, dire vous me donnez 35% de votre capital, je vais être propriétaire des infrastructures, ça n'a pas de sens. Une fois que le chemin de fer est là, eh bien, il sera là jusqu'à la fin de l'exploitation. C'est évident. Maintenant, après, on peut me céder ça au franc symbolique, puisqu'il y aura plus, les compagnies n'auront plus d'utilité pour le truc. Je suis sûr que je ne commettrai pas les mêmes erreurs, parce que j'ai une expérience. Et bon, lui, il est de notre âge. Hein, mais bon, il a un bilan à défendre. Restons sur le bilan. Alors, vous avez dit un peu plus tôt avoir sillonné la totalité du pays. Donc vous avez également pu constater qu'un certain nombre de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres de routes avaient été construites. En Guinée, qu'est-ce que vous entendez faire depuis que M. Alpha Condé est là, aucune route n'est construite encore. Il y a des projets, des routes, des marchés de gré à gré qui ont été attribués dans des conditions scandaleuses et qui ne sont pas réalisés. Aujourd'hui, il y a 2 projets en cours d'exécution à l'intérieur. Il y a la route Labé Tambacounda, dont j'ai assuré la promotion et j'ai mobilisé le financement avant de quitter le TP. Ça a beaucoup retardé pour des raisons techniques sur lesquelles je ne reviens pas. Aujourd'hui, il y a la route Kissidougou-Gekedou, Seredou, dont une partie est réalisée, qui est financée sur le 10e FED. Ce projet a été négocié depuis longtemps. Maintenant, quels sont les projets nouveaux apportés par Alpha Condé en matière de route? Il y a la continuation de l'autoroute Symphonia-Kabelin, qui est attribuée dans le cadre d'un marché à gré, sans appel d'offres, avec 6 millions d'euros le kilomètre. Alors que le précédent, que j'ai moi exécuté, c'est-à-dire Anco 5 Symphonia, c'est 1 million d'euros le kilomètre. Alors, rien d'autre n'a été fait à part ça? Non, il y a eu, si vous voulez, le barrage de Garafiri, le barrage de Caleta, n'importe qui serait venu, puisque tout était prêt. Toutes les études étaient menées. Il ne restait qu'à trouver une entreprise et le financement. Ce financement a été trouvé. Malheureusement, les conditions d'octroi du marché n'ont pas obéi au code des marchés publics, il faut le dire. Il y a eu surfacturation, on le dénonce. Mais n'importe quel président serait arrivé, Caleta était le projet le plus près. Et au niveau de l'OMG, la BAD était prêt à assumer le rôle de chef de file de financement de ce projet. Les intentions de financement étaient déjà exprimées. Donc tout est surfacturé en Guinée? Non, attendez, n'exagérons pas. Je donne des faits précis. Si vous globalisez, je vous dis le barrage de Caleta, j'ai dit les routes, je peux vous en citer. J'ai l'expérience, j'ai essayé pendant 8 ans ministre des Travaux publics. Je connais comment ça se passe. Et là, les prix unitaires qui ont été appliqués dans ces marchés ont été triplés. Hein? Selon vous, ça a été triplé? Oui, ça a été triplé. Regardez la route Kissidougou-Kankan. Je le dis devant vous, c'est vérifiable. Kissidougou-Kankan, c'est 195 km. On a attribué ça à une société et avec un prix au kilomètre de 1500 €. C'est jamais vu, 1500 €. C'est un peu dans la zone. À côté, il y a la route Kissidougou-Gekedou qui s'exécute sur appel d'offres parce que c'est un financement de fait, là tu es obligé, mais l'autre c'est sur les ressources nationales. Mais le truc s'est fait là-bas à 600 000 € le kilomètre. À côté, dans une zone moins difficile, parce que la zone forestière est plus difficile, elle demande beaucoup de remblais, et il faut trouver de latérite de bonne qualité pour faire la route. C'est très difficile, le sol est trop meuble par rapport à la route Kissidougou-Kankan, dont les 3/4 se trouvent dans la savane. C'est pas beaucoup. Mais là, vous avez, sur cette route, elle a été attribuée à 1 500 000 € le kilomètre. Dans l'histoire des travaux publics, c'est la route la plus chère en termes de choses. Et à côté, il y a un autre projet qui s'exécute après appel d'offres, après études, et pour 600, pour presque beaucoup moins que la moitié. Monsieur Seydou Diallo, quelle est donc votre priorité, vous, si vous êtes élu président? Non, j'avais avant de quitter les travaux publics, dont j'ai été le ministre pendant longtemps, j'avais élaboré avec l'appui de l'Union européenne un PST, un programme sectoriel de transport, où je vais définir les priorités du gouvernement pour les 10 prochaines années. Nous étions en 2004, c'était 2005-2010.
Bon, j'avais décidé, alors dans ce projet, il était prévu de désenclaver l'ensemble des préfectures par un réseau revêtu, dont on avait naturellement calculé le linéaire et le coût approximatif compte tenu des conditions économiques d'alors. Je vais réaliser ce projet. Il y a quelques routes inter-États que j'avais initiées au Guinée-Cancan avec le gouvernement ivoirien, Lola Danané, l'Abé Boké-Kebo avec la Guinée-Bissau, qui est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la transcôtière, et puis l'Abé Mali-Kidougou. Maintenant, à l'intérieur, j'avais identifié tous les projets et j'allais demander aux partenaires qui habituellement financent les infrastructures, parce que tous ne le font pas. La Banque mondiale, par exemple, était devenue très réticente à financer les infrastructures ici, que ce soit l'énergie ou les routes. Ils ont à un moment donné, elle a changé de politique, elle a décidé qu'elle va s'occuper de la lutte contre la pauvreté. Pour elle, la lutte contre la pauvreté, c'est l'éducation, la santé, le développement rural, l'hydraulique villageoise, ce genre de trucs. Mais il y a d'autres, comme le FED, le Fonds européen de développement, comme la BID, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la BADEA, qui restent concentrés sur la modernisation des infrastructures. J'avais fait une réunion de tout ceci avec ce programme sectoriel de transport, essayer de planifier l'exécution de ce plan dans un délai raisonnable au cours d'un mandat, pour que chaque préfecture soit désenclavée par une route revêtue. Bien entendu, la tendance aujourd'hui, c'est que le réseau n'est pas entretenu. Je viens de l'intérieur. Le réseau n'est pas entretenu. Il faut privilégier l'entretien. S'il y a des ressources insuffisantes, il vaut mieux entretenir ce qui est construit que de construire de nouveau. Bon, ça, c'est une politique qui a été appuyée par les partenaires au développement, parce que les États ont tendance à construire de nouveau sans jamais entretenir ce qui a été construit. Si bien que la durée de vie des infrastructures est très réduite et la rentabilité des projets se retrouve amoindrie par ce manque d'entretien. Donc il faut, aujourd'hui j'ai fait la route Zérékouré, Beila, Kérouani, Kankan. Mais c'est un calvaire. Je faisais chaque année tout le réseau routier guinéen en tant que ministre, parce que j'aime ça, pour voir l'état du réseau et programmer justement l'entretien. Mais j'ai vu pratiquement sans doute, depuis que j'ai quitté cette route, n'a pas été entretenu. Tu ne peux pas faire plus de 6 km/h. J'ai laissé 3 véhicules dans ce truc-là. Donc, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de nouveaux projets. Les nouveaux projets, c'est en ville, vous avez d'Abompa, kilomètre 36, attribué dans les mêmes conditions que le tronçon Symphonie en Péchen, avec le prix unitaire de 6 millions d'euros le kilomètre. C'est exorbitant si c'est un marché de gré-gré. S'il y a eu appel d'offres, on peut comprendre, mais il n'y a pas eu appel d'offres. Donc la qualité de la gouvernance, là aussi, n'a pas été bonne. Autre sujet, la santé, le secteur de la, oui. de la santé. Y a-t-il eu développement social en la matière en Guinée? Non. Je vous réponds tous, il n'y en a pas eu. Le budget de la santé, c'était 2,3% avant Ebola. 2,3%. Ça a changé. L'éducation est abandonnée. Attendez, le secteur prioritaire, pour moi, parce que vous avez demandé de mon programme. Le secteur prioritaire, la première priorité de celui d'Alain Président, c'est l'administration. Il faut mettre en place une vraie administration au service des biens. Ça n'existe pas. Débarrasser cette administration de la corruption, du laxisme, de l'impunité. Vous allez dans une administration pour un service, si vous ne payez pas, vous ne l'avez pas. Il y a un laxisme. Il faut faire en sorte que l'administration soit au service des citoyens, imposer la rigueur. On ne peut rien faire aujourd'hui même la capacité d'absorption du pays en aide publique au développement est très faible. Aujourd'hui, vous avez des accords signés, des engagements pour aider la Guinée, mais on ne tire pas, parce que l'administration n'est pas efficace. Mais il y a une réforme qui est en cours, il y a même une école d'administration qui a été créée. Attendez, de façon, peut-être, créer une administration, c'est pour former les gens, mais il faut la rigueur. Il faut mettre fin à l'impunité, définir la mission du fonctionnaire, dépolitiser cette administration. Il ne faut pas obliger le fonctionnaire à être membre du parti présidentiel. Il faut lui laisser la liberté d'exercer son droit. Est-ce que c'est le cas? Mais c'est le cas, attendez. RPG, on ne peut pas faire partie de l'administration. Aujourd'hui, nous sommes en face du parti-État. Demandez à tous les Guinéens, on a un seul retour au galop du parti-État. Tous les fonctionnaires, allez dans les administrations, ils ont été obligés de partir pour leur préfecture d'origine, convaincre leurs parents de voter pour Alpha Condé, faute de quoi ils perdent leur poste. Tous sont à l'intérieur. Aucune administration ne marche. Les chefs de service, les chefs de division, les directeurs nationaux, les ministres, tout le monde est mobilisé pour ça. Alors que le service qu'ils devaient rendre aux citoyens en attendant, mais avant ça, même lorsqu'ils sont là, il y a une corruption généralisée, même à l'hôpital, même dans les établissements scolaires. Il faut vraiment
créer la rigueur, exiger naturellement le respect des règles, des procédures, respecter des règles, des normes de probité. Mais Marie-Angèle a parlé tout à l'heure de la santé. Il y a eu le problème d'Ebola. Vous l'aurez géré comment? Parce que le pays a quand même souffert. Je l'aurais d'abord mieux géré. J'aurais associé tout le monde. Parce que c'était une menace nationale. J'aurais associé tous les partis politiques, la société civile. Ici, on a voulu réserver ça exclusivement aux gens du RPG. Parce qu'il y avait des avantages, il y avait des motos à distribuer, il y avait des voitures, il y avait de l'argent. Ça n'a été utilisé, il a voulu garder ça exclusivement pour le RPG, bien naturellement. Pour le RPG, ou fallait-il simplement gérer cette situation de crise dans l'urgence et donc ne pas prendre le temps de consulter chaque personne? Ce n'est pas la consultation seulement. Nous étions obligés de nous lever pour participer à la sensibilisation, à nos frais. La vie de nos militants, la vie de nos compatriotes était menacée. Il ne faut pas... C'est ça qu'on sent les grands hommes, les hommes d'État. Lorsqu'il y a un problème comme ça, bon, tu associes les gens, tu dis, bon, on a un problème, comment on fait? On essaie de taire nos contradictions. Mais tous les jours, c'est régler des comptes. Non, il faut les exclure parce qu'il y a des avantages. Ils vont les avoir. On a tout fait pour être associés. On a même envoyé de l'argent à l'Assemblée. On a donné exclusivement aux députés de la mouvance pour aller sensibiliser sur Ebola. Nous, on nous a refusé. Mais en fait, les erreurs commises dans la gestion de la maladie, c'est que dès le départ, préoccupés par l'image du pays par rapport aux investisseurs et aux touristes sans doute, on n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait la maladie. Deuxièmement, lorsqu'on a obtenu un déclin grâce à l'appui de la communauté internationale, on fait des déclarations triomphalistes. Ebola est vaincu alors que la maladie continue à se propager. Et donc ça a pris du temps. Le Sénégal, le Mali, le Nigeria ont pris des dispositions. Ils ont très rapidement limité la propagation de la maladie. Mais nous, ici, parce qu'on ne peut pas nous comparer à la Sierra Leone sort d'une guerre, le système de santé était détruit, même le Libéria. Mais le Libéria a fini ce combat avant nous. Et nous, on est resté jusqu'à présent, il y a des cas qui apparaissent. Il y a une mauvaise, il n'y a pas de rigueur. Parce que M. Alpha Condé ne peut pas dire que, oui, je ne dis pas que tout tient à lui, il y a un héritage. Mais il faut montrer un signal fort sur ta volonté de changer le comportement. En changeant toi-même le comportement, en faisant en sorte que tes proches donnent l'exemple. C'est par l'exemplarité qu'on peut changer. Il vous dira qu'il a hérité aussi d'un système de santé complètement défaillant. Qui ça? Il vous dira qu'il a hérité d'un système de santé qui n'existait pas. Il n'était pas aussi défaillant que celui de la Sierra Leone. Il y avait de bons médecins qui étaient prêts à se battre, mais il faut l'organisation. Lorsqu'il n'y a pas l'organisation, on n'a pas le rendement, on n'a pas les résultats. Il a manqué d'initiative, de rigueur, et puis la gestion. Ces gens étaient plus préoccupés par la gestion des biens matériels et financiers mis à disposition de la Guinée par la communauté internationale et parfois par la réélection d'Alpha. On a vu des ministres aller en campagne de sensibilisation dans les préfectures. Ils ont oublié de parler d'Ebola. Ils ont parlé du bilan d'Alpha Condé, de Kaleta, il faut qu'on lui redonne un mandat pour lui permettre de faire ceci. Ils ont oublié complètement de parler. Alors que la mission, l'objet principal de la mission, c'était de sensibiliser sur Ebola. Monsieur Diallo, hormis l'administration, quel secteur comptez-vous réformer si vous êtes élu? Voilà, l'éducation. Je vais faire en sorte que la Guinée dispose d'un système éducatif performant, qu'on dispense aux jeunes guinéens un enseignement de qualité. Nous avons, le système éducatif est malade, ce n'est pas le fait d'Alpha Condé, il a hérité, mais rien n'a été fait. Vous savez quel est le budget de l'éducation? La part réservée à l'éducation dans le budget de l'État, 14%. Au Sénégal, c'est 34%, dans les pays d'à côté, c'est plus de 30%, 14%. Le budget de la défense est plus important que le budget de l'éducation. Bon, je ne parle pas du budget de la défense, hein, parce que là, comme il n'y a pas de transparence à la défense, on sort facilement l'argent et sans faire... Bon, ça c'est... Vous allez dire que c'est l'opposant, oui. Je m'arrête là. Disons, ce qui est vrai, regardez la loi des finances de la Guinée, 14% réservé à l'éducation. Il y a 5098 écoles qui ont été construites par le RPG au cours des 5 dernières années. C'est ce qu'ils disent dans leur bilan. Écoutez, il ne s'agit pas de construire une classe pour obtenir vraiment une bonne formation pour les gens. C'est un paquet. M. Alpha Condé a l'habitude de penser que pour chaque secteur, il faut lever une contrainte. Peut-être que la contrainte des infrastructures en est une, mais ça ne suffit pas, monsieur. Ça ne suffit pas. L'agriculture, bon, il importe des engrais, il distribue ça, sans préciser les conditions d'accès. On envoie ça à les préfets, on donne ça aux ministres, on dit l'agriculture, voilà, ça augmente. Pour développer l'agriculture, bon, je reviendrai là-dessus, mais pour l'éducation, il faut voir de quoi est malade notre éducation.
Vous avez naturellement le manque d'infrastructures, vous avez une classe de 150 personnes, c'est vrai. Il faut essayer de combler le déficit d'infrastructures. Le matériel pédagogique, le programme, le niveau des maîtres, c'est un problème. Nous avons vécu ici la révolution culturelle. De manière improvisée, on a décidé d'enseigner les langues nationales dans le primaire en lieu et place du français. Ça a été une catastrophe. Santé. Bon, il y a beaucoup de faiblesses. Il faut faire un diagnostic d'abord correct pour essayer de proposer des solutions pour que les jeunes de Guinée qui sont réputés intelligents puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Ensuite, vous connaissez le budget de l'enseignement professionnel? Le budget de l'enseignement professionnel plus celui de la justice réunis ne fait pas le budget de la présidence. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des secteurs prioritaires et comme on dit que le budget de l'État, c'est l'expression chiffrée d'une politique, on sent, est-ce qu'on accorde? Aujourd'hui, il y a un chômage. Et la Guinée, je tenez-vous bien, la Guinée importe de la main-d'œuvre actuellement. Dans le bâtiment, les maçons, les plombiers, les électriciens viennent des pays limitrophes parce qu'il n'y a pas eu de formation. Il n'y a pas eu de formation, malheureusement. Et ça, il faut mettre en place dans chaque préfecture, un centre de formation professionnelle, apprendre aux jeunes à maîtriser un métier dans le secteur de l'agriculture, des services, de la mécanique, tout ça. Il faut former les gens. Parce que même lorsque les entreprises viennent, on a toujours des problèmes. On a reproché ici aux entreprises d'engager des Sénégalais ou des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous pouvez imposer à une entreprise de recruter quelqu'un qui ne peut pas rendre le service qu'elle souhaite? Pour cela, il faudrait justement que, pour faire tout ça, combien de pourcents du budget accordé à l'éducation? Il faut 30%. 30%. Ouais. Pour moi, il faut vraiment, c'est tellement important, les réformes à mener au niveau du secteur éducatif, je pense qu'il faut vraiment mettre aussi les moyens. Mais la rigueur, ce n'est pas les moyens. Si vous mettez seulement les moyens, il n'y a pas la rigueur, le contrôle, bien entendu, vous n'aurez pas de résultat. Parce qu'il y a des habitudes ancrées de détournement de fonds, de laxisme, de complicité. Vous volez, vous envoyez à votre ministre et tout. Il faut surveiller. Le président de la République doit surveiller ce ministre. Avoir une politique, de leur expliquer. Et puis veiller à ce que chacun, comme lui, et tu donnes l'exemple en tant que président de la République, dans le souci, dans ton attachement au respect de la loi, du respect des règles et des procédures, et en ce moment, tu seras fondé à sanctionner naturellement. Parce que le comportement des chefs de l'État inspire ceux des ministres, des gouverneurs, des préfets, et même parfois des citoyens. Il faut que le président de la République soit au-dessus de tout soupçon, qu'il soit exemplaire. En ce moment, il pourra mener la politique de rigueur indispensable au redressement de la Guinée. Mais s'il y a des doutes, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la crédibilité, ça sera très difficile. L'un des points importants, Marie-Angèle, si je permets, l'un des points importants, c'était la réforme de l'armée. Oui. Est-ce que vous pensez que ce qui a été fait était bien fait? Bon, c'est vrai que vous êtes dans une campagne, vous allez certainement me dire non, mais il y a quand même 4000 personnes qui sont allées en retraite. Le président Alpha disait hier qu'il y avait des militaires qui étaient là depuis 1952. Oui. Donc, la réforme de l'armée, on la voit plus partout dans la ville, dans les rues du pays. Il y a quand même quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous proposez? Vous considérez que la réforme des forces de défense et de sécurité va se limiter à la mise à retraite qu'à ceux qui ont atteint l'âge? Parce que chaque fois qu'on parle de bilan, M. Alpha Condé dit j'ai mis 4000 officiers à la retraite. C'est quoi? C'est des gens qui avaient atteint l'âge de la retraite. Je suis d'accord, certains étaient restés. Parce que, bon, ils étaient maintenus là, soit par le général Conté, qui était leur promotionnaire ou leur ami. Je suis d'accord qu'il fallait. Mais est-ce que ça suffit pour la réforme de l'armée? Il faut avoir une politique de défense. Quels sont les risques? Quelles sont les menaces qui pèsent sur la Guinée? Avoir des objectifs. Mais bon, quelle est l'armée optimum qu'on peut avoir dans l'aviation, dans la marine, dans l'armée de terre? Essayer de se projeter. Bon, voilà, j'ai tel effectif aujourd'hui dans ça. Mais compte tenu des risques et des menaces qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me faut comme armée? Est-ce que je n'ai pas besoin plus de gendarmes, de policiers pour le maintien d'ordre que d'une armée pléthorique pour faire face à un truc? Bon, avoir une politique claire. Votre politique, c'est laquelle? Oui, ma politique, justement, c'est d'abord, je dis, c'est défini, je fais le diagnostic, je me fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'il me faut comme armée de terre, armée de l'air, par rapport aux menaces? Quelles sont les menaces ici auxquelles je peux être amené à faire face? Parce que je tiens à défendre l'intégrité de la nation, je suis d'accord. Mais il ne faut pas payer
aujourd'hui près de 30 000 ou 40 000 militaires. Lorsque tu as d'autres priorités, il faut peut-être chercher à réduire. Tu ne peux pas réduire tout de suite. Tu peux dire que ceux qui vont à la retraite, je renouvelle peut-être la moitié. Mais tu dois te fixer un objectif dans le temps et essayer de le réaliser de manière planifiée et en préparant les trucs. Merci, M. Diallo. Nous arrivons au terme de ce débat. Ah bon? Alors, déjà...